Bonjour Bruno Latour. Bonjour. Comment faut-il vous appeler? Vous dites que ça n'est peut-être pas forcément important, sociologue, anthropologue, philosophe? Disons philosophe pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Mhm. Ça peut changer Tout à l'heure en anthropologie peut-être. Tout à l'heure. Et demain? Sociologue, c'est mon titre officiel à Sciences Po. Ouais. Alors il y a maintenant 20 ans, 21 ans, vous remportiez, il y en avait d'autres, mais un très grand succès, avec des polémiques évidemment assorties, avec votre ouvrage « Pourquoi nous ne sommes pas modernes », traduit en 30 langues. Vous voici 21 ans plus tard, avec Enquête sur les modes d'existence, une anthropologie des modernes, aux éditions de la Découverte, qui sortira dans 2 jours et qui se propose, tel un palais, écrivez-vous, de Dame Tartine, de redéfinir un peu, au fond, quelle est cette question de la modernité, pourquoi nous n'en sommes pas, pourquoi nous y avons cru, et surtout pourquoi, au fond, ça ne marche pas forcément, et surtout, qu'est-ce que ça va devenir, cette idée d'être des modernes. Et vous proposez de faire une tentative d'humanité numérique, avec des sortes de co-enquêteurs qui se grefferont sur le site internet et pourront contribuer à, avec vous, faire avancer une sorte de diplomatie anthropologique pour avancer vers quoi? Qui sait, une combination, dites-vous aussi dans ce livre, et définir à nouveau ce que serait aujourd'hui, par exemple, le consensus, la valeur ou l'institution. Quelle place donner à la notion clé d'institution, demandez-vous, entre autres, dans ce livre, Bruno Latour? Co-enquêteur, diplomatie, combination. Et vous écrivez aussi, au fond, qu'il s'agit de revenir sur cette idée de moderne, de pourquoi nous ne sommes pas modernes. Mais dites-vous, avec peut-être une manière de question positive. C'est un livre d'enquête, dites-vous, un livre de préliminaire de paix. Mais la paix avec qui? La paix avec nous, ce qui reste quand même assez utile, mais surtout la paix avec les questions écologiques. Au fond, tout le livre est inspiré par la question écologique et la question de la faiblesse relative disons, des anciens modernes. Ceux qui n'ont les ci-devant modernes, on pourrait dire, en particulier les Européens. Les moments de faiblesse sont des moments assez bien pour commencer à réfléchir sérieusement à qu'est-ce qui nous est arrivé, de quoi est-ce qu'on a hérité en quelque sorte. Donc la paix reste un horizon indispensable. Personne ne va se mettre à crier pour la guerre, mais la paix, il faut des conditions de paix. Il faut donc une opération diplomatique qui précède le moment de la signature de la paix. Et le moment diplomatique, c'est aussi le moment où on se dit à quoi est-ce qu'on tient? Quelles sont les valeurs auxquelles on tient et quelles sont celles qu'il faut défendre et quelles sont celles où on est prêt à lâcher en quelque sorte du lest. Mais est-ce que ça veut dire que vous lâchez du lest? Et que disiez-vous à l'époque, il y a 20 ans, sur cette notion, sur cette idée que nous n'avons pas été modernes? Je prenais en fait compte et de la chute du mur de Berlin d'une part et de la fin du capitalisme au sens qui allait se développer mais qui était déjà passé en quelque sorte, c'est-à-dire l'oubli de l'écologie. Donc il y avait une espèce de double chute qui me paraissait très intéressante, la chute d'un rêve de socialiste, disons, et la chute d'une idée qu'on allait continuer comme avant sur une terre qui n'existe pas, qui n'est pas là. La terre depuis 25 ans, 21 ans est revenue en première ligne en quelque sorte, elle arrive sur nous et on ne sait pas du tout comment s'adresser à elle en quelque sorte. Donc toutes les questions écologiques redeviennent les grandes questions politiques. Mais on ne sait pas comment les traiter. Donc l'idée, c'est qu'à une version négative, nous n'avons jamais été modernes, puisqu'on a toujours fait quelque chose de complètement différent de ce qu'on dit. On dit, nous nous sommes émancipés, alors que la pratique, c'est qu'on s'est lié aux existants, à la multiplicité des êtres du monde, que ce soit jusqu'au climat, de façon complètement intime. Donc on a 2 discours absolument opposés. Il y a un moment où la contradiction est telle qu'il faut peut-être suspendre les agitations et se dire qu'est-ce qui nous est arrivé, comment se fait-il qu'on est si peu capable de se traiter soi-même, et donc offrir une version cette fois-ci positive. Si on n'a jamais été moderne, qu'est-ce qui nous est arrivé? De quoi héritons-nous? Par exemple sur la science, c'est pas du tout pareil de défendre la science avec un grand S et la science comme pratique, ça n'a rigoureusement rien à voir. Défendre la politique comme un idéal de démocratie universelle et défendre la démocratie comme une pratique de construction d'une parole capable de concasser des multiplicités de gens qui sont d'accord sur rien, surtout s'ils sont bientôt 9 milliards, ça n'a rien à voir avec l'universalité de la politique. Donc à chaque fois, on avait un peu simplifié la question des grands universels, la science, la religion, la politique, le droit, etc. etc. Et j'ai voulu, depuis 25 ans, faire une petite enquête pour savoir, oui, mais nous on fait quoi?
Et à ce moment-là, la question de la valeur se pose. On tient à quoi? On tient à la science avec son idéal, ou on tient à la science avec sa pratique? Votre livre s'ouvre sur une anecdote, mais qui fait sens notamment, et qui pose immédiatement la question notamment des institutions et de la valeur. Mais je voudrais que vous nous la racontiez. Vous assistez à cette fameuse controverse qu'il y a entre scientifiques du GIEC et climato-sceptiques, avec cet échange que vous racontez, hein, prouvez-le l'un et l'autre. Enfin, je vous laisse. C'était il n'y a pas très longtemps, ça. Non, c'était il y a un an. D'autant plus passionnant qu'en fait, il n'y a pas vraiment de controverse scientifique sur la question, mais qu'on est arrivé à construire une fausse controverse, qui est d'ailleurs elle-même intéressante. Et quelqu'un demande à un grand spécialiste du climat, est-ce que vous croyez? Pourquoi est-ce qu'on devrait vous croire? Et d'abord, c'est sur le terrain du réchauffement de la planète. Oui. D'abord, c'est pas une question qu'on pose vraiment à un scientifique. On n'est pas supposé croire. C'est pas une question de croyance. Et ensuite, la réponse du scientifique est d'autant plus intéressante, qui dit, mais si on commence à douter des institutions scientifiques, c'est très grave. Et ce qui m'a intéressé dans cette réponse, c'est que l'institution scientifique, le fait qu'on a besoin d'une institution pour obtenir l'objectivité sur ces questions-là, n'est jamais mise en avant, en fait. Et grâce à la controverse sur le climat, justement, on commence à mettre en avant l'institution scientifique. Le problème, c'est qu'en ce moment, comme vous le savez fort bien, ce n'est pas un très bon moment pour les institutions, ni politiques, ni religieuses. Vous dites qu'il y a 20 ans, ce même chercheur n'aurait même pas pensé à argumenter en mettant l'institution devant. Et surtout, on ne leur aurait pas posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on vous croirait plus qu'un autre? Mais qu'est-ce qui s'est passé alors pour que il y ait à la fois... Je pense que l'extension même, la question du climat est la manifestation d'une extension des sciences à notre existence quotidienne. On est tous devenus des paysans, en quelque sorte. On en est tous maintenant liés aux questions climatiques, comme nos ancêtres qu'on a laissés derrière nous dans les villages, avec beaucoup de plaisir. On est venu en ville, mais en ville, on retombe sur absolument tous les immenses problèmes de vivre en liaison qu'ils ont avec le climat. Et comme cette extension de la science s'adresse à tout, elle est rentrée maintenant dans des disputes et des controverses de politique les plus usuelles, mais ce qui est évidemment, on n'a pas construit les arguments pour le comprendre. Du coup, la question des institutions, de la pratique scientifique, des instruments, de la communauté scientifique, des crédits, des financements devient très importante. La dispute aux États-Unis extrêmement vive sur ces questions, avec l'étonnante transformation de cette question du climat en une question de valeur aussi importante pour les républicains que l'avortement. Si vous êtes contre l'avortement et que vous ne croyez pas à l'origine anthropique du changement climatique, vous êtes un républicain. C'est quand même assez imprévu. Cette transformation prouve à quel point les sciences se sont, disons, diffusées dans la politique. Alors, évidemment, ça a un côté catastrophique et qui effraie beaucoup les scientifiques, on les comprend, surtout ceux qui sont de bons scientifiques et qui se trouvent attaqués par des gens comme Allègre, etc. Mais en même temps, ça a un côté positif, et c'est ces côtés positifs que j'essaie de tirer avec cette notion d'institution. Oui, mettons l'institution au milieu, parlons de l'institution, de même qu'on peut parler de l'institution économique, et ne pas considérer que tout ça, c'est simplement des espèces de diffusion de calculs universels qui se répandraient sur la planète. Mais redéfinir l'institution et le fait de dire comme cela, effectivement, mettons la question sur la table et parlons-en, c'est quoi? C'est une manière, au fond, d'étendre cela à la question de la démocratie? La démocratie elle-même a fortement, probablement, besoin de remettre les institutions, en particulier cette transformation qui est tout à fait passionnante et qui est liée d'ailleurs à la question du climat, qui est la transformation de la politique en prise de position sur les valeurs, ce qui n'a rien à voir. Enfin, c'est une transformation complète de la politique. Dire j'ai une position politique, et donc le fait que j'exprime ma position politique en termes de valeurs, c'est ça, avoir une position politique, c'est la fin de la politique. C'est le fait qu'on ne peut plus constituer un monde commun. On n'a plus que des gens qui ont des prises de position politique. Tandis que parler politiquement, donc commencer à construire le travail de la représentation, ça exige justement un changement de position. Et c'est uniquement si on change de position que commence le travail politique. Donc la rénovation de l'institution politique est aussi importante que la rénovation de l'institution scientifique. Et l'intérêt du climat, encore une fois, c'est de mêler les deux. Alors, est-ce que cela veut dire, Bruno Latour, que la question du climat et plus largement la question écologique est aujourd'hui essentielle pour vous quant à redéfinir ce qui serait au fond un régime de vérité de la marche du monde? Un retour un effet de réel? Disons que c'est un principe de réalité assez fort, mais le problème c'est qu'il arrive en controverse, en situation de controverse, et ça c'est bien.
La figure de Gaïa, qui est la figure de cette terre qui nous tombe dessus, elle-même est une figure très controversée. Et ça, c'est très bien. C'est un mélange de figures controversées scientifiques et de controverses politiques, ce qui est absolument nécessaire. On ne voit pas comment on pourrait s'entendre assez facilement sur une transformation radicale de notre existence quotidienne. L'erreur de l'écologie a toujours été d'associer le fait qu'on allait s'intéresser à ces questions avec l'idée que, ah oui, mais du moment que c'est scientifique et naturel, on va être d'accord. Parce que c'est impossible, on ne peut pas être d'accord. Parce que c'est une autre définition au fond du bien, avec le B majuscule. C'est un truc très bizarre qui lie nature, unanimité, universalité, vérité, indiscutabilité. Mais ça n'a aucun sens. Et le bien, les autres étant du côté du mal. Oui, c'est un bien. C'est le retour du droit naturel, au fond. C'est une vieille tradition qui est utilisée par les fondamentalistes, d'ailleurs, maintenant, pour arrêter la discussion. Alors ça du coup, c'est pas moderne. Ou c'est une forme de modernité? Si, c'est une forme de modernité. Ah, c'est une forme de modernité, d'accord. Très importante. Ouais. L'indiscutabilité, l'indiscutable, l'émancipation, le fait qu'il y a un front de modernisation, ça c'est vraiment typiquement les traits de cette anthropologie très particulière des modernes. Alors je n'ai pas parlé, mais ce sera pour la seconde partie. Il y a aussi le titre premier d'ailleurs, hein, c'est sur les modes d'existence, mais ce sera pour tout à l'heure un mot quand même, Bruno Latour, sur la machinerie de ce livre. C'est vous qui dites ce livre, c'est comme le palais de Dame Tartine. Alors, il existe ou il n'existe pas? Parce qu'après, tout devient virtuel avec Internet. Alors, il faut essayer de se brancher sur un site qui marchera que demain, modeofexistence.org. Et puis alors là, on peut y aller de son commentaire, de sa vérification, de sa controverse et augmenter le livre. C'est un livre de réalité augmentée. Vous êtes comme chez Walt Disney, vous. Bon, c'est un livre papier. Ensuite, à quand la 3D? Un livre papier, ensuite il est simplement, tout l'apparat critique se trouve sur le web, parce que c'est beaucoup plus commode et qu'on explore la future du livre académique. Vous trouvez ça commode, vous, le livre dans la main et la souris dans l'autre? C'est un pari sur la commodité, on va voir. Mais de toute façon, il y a trop de choses à publier. De toute façon, il va falloir renouveler le livre académique. Donc on explore des solutions. Il se trouve que grâce à une bourse de la Commission européenne, je peux essayer d'explorer ces choses-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est de recruter à partir du commentaire. Le commentaire, je me méfie un peu. On va d'ailleurs le monitorer. Il va y avoir des... Ah voilà, ça commence. Non, c'est comme dans les journaux. Il va y avoir des gens... Modérateur. Censeur, quoi, hein, disons-le. Non. Allez, un modérateur. Qui extrait un certain nombre de collaborateurs, volontaires évidemment, qui veulent participer à l'enquête. Parce qu'il s'agit d'une enquête empirique. Après tout, moi je l'ai commencé, mais il faut la prolonger. Bonjour Brice Couturier, 8h16, c'est l'heure de votre chronique. Montesquieu sort de ce corps. Bah écoutez, je vais essayer de porter la contradiction à Bruno Latour, mais j'avoue que c'est extrêmement difficile. Accrochez-vous, hein. Oui, je me fais pas d'illusions, vous en faites pas. Alors, comme beaucoup de penseurs déconstructivistes, Bruno Latour, vous considérez le projet des modernes avec une commisération ironique. À vos yeux, il est épuisé, terminé, forclos. Les prétentions de l'esprit scientifique européen au XVIIe siècle de se rendre maître et possesseur de la nature, eh bien, elles n'auraient débouché ces prétentions, à vous en croire, que sur la conquête coloniale et le pillage, la dévastation de la planète. L'optimisme rationaliste des Lumières, au XVIIIe siècle, avec sa foi dans le progrès, aurait été une illusion naïve démentie par les catastrophes du XXe siècle. Leurs prétentions à l'esprit critique, à la rationalité, à la connaissance scientifique, au lieu de déboucher sur le désenchantement du monde que voyait se profiler Max Weber, n'auraient accouché que d'une religion de la connaissance qui ne vaudrait pas mieux que ces idoles que nous, modernes, croyons avoir renversées. À vos yeux, tout ce qui reste de l'ancienne modernité que vous semblez identifier avec l'Occident, voire avec l'Europe seule, c'est un grand cadavre à la renverse, tout juste digne d'un inventaire avant liquidation et peut-être même d'une autopsie. Mais lorsqu'on a consacré une œuvre abondante et avec laquelle j'avoue mon manque de familiarité à déconstruire les concepts opératoires du projet moderne en question, à démontrer par exemple le caractère artificiel de ces découpages disciplinaires, c'est vrai qu'il y a beaucoup de politique dans le droit, beaucoup d'économie dans la politique, etc. Eh bien, avec quels outils conceptuels peut-on mener à bien cet inventaire? Avec quel scalpel cette autopsie? S'il n'est d'autre vérité que celle des discours qui prétendent viser une réalité qui toujours s'échappe, à quelle aune juger le discours qui prétend se placer en surplomb et dire la vérité sur cette illusion elle-même? Pourquoi votre propre discours échapperait-il aux reproches que vous faites aux autres de n'être que des récits, des narrations maladroites? Vous savez pertinemment combien le déconstructeur risque de se voir opposer ses propres arguments. S'il n'est de réalité que ce que disent les mots qui la nomment, s'il n'est de vérité que rapporté à un état de culture, à un milieu, à une époque,
Où trouver le métalangage qui échapperait, lui, à l'objection de n'être qu'un discours de circonstance, tributaire d'un lieu et d'un temps? Alors vous nous proposez de participer à une enquête sur les modes d'existence menés avec les outils de la révolution numérique qui utiliseraient des instruments, vous dites, de la diplomatie. Bref, un grand melting pot où chacun apporterait ses expériences et sa manière particulière d'en rendre compte, si je vous ai bien suivi. Mais puisque vous mettez la modernité en procès, je vous opposerai ce livre de Leszek Kołakowski, hélas non traduit en français, Modernity on Endless Trial, la modernité en procès sans fin. Et je vais le citer. Il serait idiot, dit Kołakowski, il serait idiot bien sûr d'être ou bien pour ou bien contre la modernité tout court. Pas seulement parce qu'il est vain de chercher à arrêter le développement de la technologie, de la science et de la rationalité économique, mais parce que aussi bien la modernité que l'antimodernité peuvent s'exprimer en des formes barbares et inhumaines. C'est une vérité triviale que bien souvent les bénédictions et les horreurs du progrès sont inséparablement liées, mais il en est de même après tout pour les joies et les misères du traditionnalisme. Fin de citation. Cela fait bien longtemps que la modernité est en procès, de Vico à Adorno, du romantisme à Heidegger. Apparemment, cela ne l'empêche pas de poursuivre son petit bonhomme de chemin et surtout de se répandre. Les Chinois ont l'air de s'y être engagés avec une ardeur qui nous fait défaut à nous autres initiateurs du fameux projet. La chronique de Brice Couturier à télécharger sur franceculture.fr. Monsieur Bruno Latour. Merci, je me reconnais assez peu dans l'argument que vous avez fait. Déconstructiviste, pas du tout, puisqu'il s'agit au contraire, depuis le début de mes travaux, d'être constructiviste. Et surtout d'inventer un métalangage qui rende justice, justement, à l'héritage des modernes. Donc évidemment, vous avez parfaitement raison. Être moderne, c'est être en discussion sur ce que ça veut dire. Il y a une indécision complète, une constante, disons, réexamen et examen de conscience de ce que ça veut dire. Et l'anthropologue que je suis, là je suis anthropologue, n'a pas d'autre but que d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on veut trier dans cet héritage. Mon projet est entièrement rationaliste. En tout cas rationnel, sinon rationaliste. Le but, c'est au contraire de pouvoir sortir un certain nombre de fils de cette raison. Quand on parle des sciences et des techniques sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, je me suis aperçu qu'on leur rendait très peu justice, justement. L'épistémologie ne rend pas justice à la science, pas plus que l'idéal technologique ou la technophobie ne rend justice à la technique, sur lequel j'ai beaucoup publié. Et donc, l'idée de l'enquête est au contraire de dire assez de cet argument continuel entre progrès d'un côté et discours de l'autre, assez de la discussion entre front de modernisation d'un côté et relativisme de l'autre, mais passons à des études empiriques sur ce à quoi on tient. Et c'est intéressant... Pour rechercher un consensus. Non, le consensus est une façon très molle de parler des conflits. Non, on n'est pas d'accord sur les valeurs. Et les valeurs, le problème, c'est qu'il faut savoir quelles valeurs on veut défendre. Et ces valeurs sont très différentes selon qu'on les étudie sous la forme d'une pratique ou sous la forme de leur compte-rendu. Et tout le travail empirique que j'ai essayé de développer, le métalangage précisément que j'essaie de développer depuis une trentaine d'années, a justement pour but de trouver une alternative à l'éternelle opposition entre « Ah, mais si vous ne croyez pas au front de modernisation, vous êtes un postmoderne déconstructiviste qui croyait au discours ». C'est ce qui a obsédé la génération d'avant. Je n'ai jamais participé, je ne crois absolument à rien à la déconstruction. Tout est en ruine. Le déconstructeur ne peut rajouter qu'une dernière ruine, une poussière, un dernier coup de marteau à ce qui est détruit. Ça, c'est le XXe siècle. On n'est pas dans le XXe siècle, on est dans le XXIe siècle. Le XXIe siècle, c'est l'émergence d'un problème complètement nouveau, auquel tous ces déconstructeurs, fort sympathiques par ailleurs, n'ont jamais eu à penser, qui est l'éruption d'un problème assez simple, qui est le front de modernisation se heurte au fait qu'on n'a pas 36 terres devant nous. C'est un problème complètement inédit. Donc, essayons de le penser en anthropologie, c'est-à-dire en essayant de comprendre quelles sont les ressources que les autres collectifs et nous-mêmes avons développées, mais sans essayer de transporter au XXIe siècle une position en quelque sorte, qui est impossible à résoudre. Si vous n'êtes pas dans la modernisation, vous êtes pour le discours. Ce fameux position de surplomb dont vous parlez, qui paraît nécessaire, je crois au contraire qu'elle est extrêmement délétère. Car cette position de surplomb, qui permettrait de dire, si vous ne croyez pas à la modernisation, vous êtes relativiste, elle me paraît, au contraire, ce qui rend impossible de faire l'inventaire de l'héritage. Regardez ce qui s'est passé en histoire des sciences. On a une complètement différente histoire des sciences depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. On a un autre Galilée, un autre Pasteur, un autre Yersin, un excellent roman qui vient de sortir de Patrick Deville sur ce grand pastorien découvreur de la peste qui est Yersin.
c'est complètement différent d'hériter de la nouvelle histoire des sciences ou d'hériter de l'ancienne histoire des sciences. C'est complètement différent d'hériter d'une étude empirique de la démocratie et d'hériter des utopies, soit des utopies marxistes, soit des utopies néolibérales. Pareil pour l'économie. Donc, on est dans une situation d'inventaire. Je ne vois pas ce qu'il y a de relativiste dans le fait de s'intéresser à l'inventaire et de dire à quoi tenons-nous ? Comment est-ce qu'on peut transformer cette question en une apologie du discours? Je ne comprends pas. Il n'y a pas un mot de ça dans le livre. C'est au contraire un retour au réalisme, un retour au rationnel, oui, enfin, et un retour à l'empirique. Un effet de retour de réel. Et absolument pas déconstructiviste. Alors, je m'attendais à votre réaction, parce que j'avais préparé cette petite réplique. Comme l'écrit Paul Bogossian dans un livre qui est consacré à déconstruire les déconstructivistes, qui s'appelle La peur du savoir, et qui est assez excellent, dans lequel vous êtes donné en exemple précisément des déconstructivistes, donc je suis pas tout seul à le penser, en post-France par Jean-Jacques Rosa. Bon, enfin, en tout cas, je suis pas tout seul à penser que vous apportez à ce courant-là. Je cite donc Paul Bogossian qui dit « Le relativisme est difficile à contredire parce qu'il ne repose pas sur une architecture explicite. » Bref, fin de citation, il reproche aux autres de chercher encore à faire système, mais lui-même échappe de toutes parts. Il n'est jamais là où on croyait, il est toujours ailleurs, il est toujours insaisissable. D'un côté, vous nous dites « Je ne suis pas hostile au projet moderniste, enfin au projet moderne, mais j'estime qu'il est terminé et qu'il faut donc en faire un inventaire. » Quand on veut faire l'inventaire, c'est qu'on estime que ce projet est en phase d'échec. Il y en a beaucoup d'autres qui pensent que le projet continue et que loin d'être réservé au seul Occident qui est effectivement son origine géographique, aujourd'hui il s'est étendu ailleurs et que si beaucoup d'Occidentaux n'y croient plus eux-mêmes, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de prix Nobel maintenant vont aux Coréens et aux Chinois qui sont loin d'avoir abandonné ce projet-là. Bruno Latour. Oui, ça c'est tout à fait juste. On a vendu un produit à l'extérieur, on a à l'exportation et pas le contrepoison qui est ce doute continuel sur ce que ça veut dire modernisation dont vous avez fort justement parlé avant. Si une entreprise, ça m'amuse qu'on puisse dire que l'entreprise n'est pas systématique, parce que je pensais que plutôt ce qui allait un peu choquer les lecteurs, c'est le caractère systématique complètement démodé de proposer précisément une analyse systématique des modes d'existence des modernes. Donc au contraire, je pense que l'intérêt d'une enquête, c'est de sortir de cette opposition entre système, pas système, déconstruction, construction, et de se dire, oui, il y a une universalisation de certains modes d'occidentalisation. Ne parlons pas de modernisation, c'est des modes d'occidentalisation. Ils posent d'immenses problèmes écologiques aussi. Ça, c'est la question. Vous dites modernité égale Occident. Oui. Moi, je le nie absolument. Il se trouve que la raison est universelle, par définition. C'est là où nous ne sommes pas tout à fait d'accord. On a universalisé un tout petit peu un peu rapidement ce que veut dire la raison universelle, ce que veut dire la démocratie, ce que veut dire le droit. Et alors la démocratie, l'anthropologie, c'est une spécificité occidentale. Justement, je vous cite page 480. Combien de déconvenus, écrit Bruno Latour, combien de déconvenus à prétendre universaliser la démocratie et l'état de droit, alors que rien dans notre définition officielle de la politique et du droit ne correspond à notre propre expérience. Voilà une phrase qui va évidemment susciter... Et les révolutions arabes sont pas démocratiques? Non, mais c'est justement la possibilité même de ressentir qu'est-ce que nous devons universaliser et qu'est-ce que nous ne devons pas universaliser, c'est une question parfaitement légitime et qu'un anthropologue ne peut pas ne pas se poser. Toute l'anthropologie se pose cette question. Bien sûr, le projet reste un projet rationnel, le projet reste un projet de paix, le projet reste un projet d'universalité. Il s'interroge juste sur la rapidité, disons le court-circuit qui a été opéré, en particulier évidemment dans le cas des sciences et des techniques et de l'économie, c'est les trois grands sujets d'universalisation trop rapide. Et l'anthropologie ne peut pas se faire si on ne comprend pas quelle est la base, en quelque sorte, qui permet de comparer les autres collectifs. C'est ça le projet que j'ai. Quand on dit moderne, on va aussitôt constituer des autres. Les autres, longtemps, ont été pré-modernes. Maintenant, ils sont hyper modernes. C'est la façon dont on regarde les Chinois, un peu les Indiens, l'Amérique latine, le Brésil, etc., qui correspond d'ailleurs pas du tout en anthropologie ni à ce qui se passe en Chine, ni ce qui se passe en Inde, ni ce qui se passe en Amérique latine. Donc on ne comprend même pas ce qui se passe dans leur propre effort de modernisation, parce qu'on ne comprend pas notre effort de modernisation. Et donc oui, c'est un inventaire, mais c'est aussi une reprise. Il n'y a jamais de... Mais c'est pas une autopsie. Les deux vont... Non, c'est pas une autopsie. Les modernes ne sont pas morts. Alors, on n'est pas mort. Alors non, c'est pas une autopsie. On a enfin une description un peu réaliste de ce à quoi on tient. Attendez, c'est pas une autopsie, mais tout de même, je note une autre de vos phrases, évidemment que je sors du contexte, mais bon, après tout, les gens n'iront qu'à voir le livre. Il est tout à fait possible, dites-vous, que l'Occident, l'Europe à coup sûr, soit
Et là, vous écrivez en italique, enfin, en situation de faiblesse relative. Oui, bah, ça, On n'est pas loin de l'autopsie, là. Le enfin, on est dans... non, ça veut dire qu'on n'est plus en situation... Le globe... Le enfin, il n'est pas anodin. En plus, il est souligné. Enfin, il est... Avant, c'était très difficile de réfléchir quand on est en position de force et qu'on se croit le producteur du globe. Mais pourquoi enfin? Parce que ça y est, maintenant, on peut enfin réfléchir à ce qui nous est arrivé. Parce qu'on est en déclin et qu'on est proche de la mort. On n'est pas en déclin, on est enfin en situation de se dire, mais qu'est-ce qui nous est arrivé, sachant que la question qui se pose, encore une fois, j'insiste là-dessus, elle est complètement nouvelle, qui est l'irruption du fait qu'on n'a pas la terre de ce développement de modernisation tel qu'on l'imaginait. Demandez aux Chinois, ils n'ont pas non plus cette terre. Ils en souffrent aussi. Les Indiens exactement de la même façon. Donc on est devant un problème inédit. N'enlevons pas le caractère inédit du problème. Oui, il se modernise, nous sommes modernisés, nous voulons nous moderniser, mais on n'a pas la terre qui correspond à ce développement. Moi je vais être extrêmement trivial. Vous dites au fond, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on ne réalise pas, que l'on n'aurait pas fait. Mais on a tout. Mais non, mais il nous est arrivé une histoire complètement différente. On a une histoire d'émancipation et d'universalité. On a l'électricité, Twitter, Facebook, l'essence sans plomb. Je suis le seul qui a écrit un livre qui s'appelle Love of Technology, l'amour de la technique. Donc c'est pas à moi qu'il faut jouer le jeu de la technophobie. Non, c'est pas ce jeu-là que je joue, mais du coup, qu'est-ce qui ne va pas dans ce qu'on aurait trouvé qu'on ne transmet pas? On n'a pas les concepts, les institutions, le système démocratique qui permet d'aborder des petits détails comme on n'avait évidemment jamais imaginé de mettre en politique, comme le climat. Le climat. Donc, on en revient toujours à ça. Non, mais le climat, c'était Montesquieu, c'est déjà le climat. Oui. Aristote, c'est déjà le climat. Le climat a toujours été la façon dont on comprend ce que c'est que la politique. Ça dure depuis Aristote et ça n'a jamais cessé. Le problème, c'est que pendant une période, on a cru que c'était cessé. Ça, c'était derrière nous. C'était fini. On n'avait plus à s'en parler, à s'en occuper. Maintenant, on a de nouveau à s'en occuper. On s'en occupe comment? En croyant qu'on a des solutions, ou en essayant de comprendre, c'est ce que j'essaye, et c'est là où le « enfin » joue un rôle, où les modernisations des autres ne sont plus simplement notre projet, mais sont devenues enfin le leur, donc ils se développent, ils ont leur propre projet de modernisation. On le comprend très mal en pensant que c'est juste une imitation de ce qu'on fait. Ils ont leur propre construction qui est très complexe à comprendre. Ça, c'est leur boulot, leur anthropologie. Et moi, je dis, faisons l'anthropologie. Revenons. Là, il y a un caractère un peu régressif, je le reconnais, qui est de dire, faisons l'anthropologie de nous. Et non pas simplement la projection. Pourquoi on doit faire l'anthropologie de nous? Parce que quand on va se présenter à la table de négociation pour savoir comment on se débrouille avec cette nouvelle situation d'un monde qui vient à nous, d'une terre qui vient à nous, il va falloir qu'on puisse dire ce à quoi on tient. Et là, ça va être assez intéressant. Les valeurs. Poser la question des valeurs. Oui, j'utilise le mot. Alors c'est amusant qu'on me traite de déconstructiviste, parce que s'il y a un mot que les déconstructivistes haïssent, c'est le mot valeur. Moi, je tiens le mot valeur. Mais la question, c'est à quoi on tient. Défendre les sciences ou défendre le discours sur les sciences, c'est pas du tout pareil. Défendre la pratique scientifique, le cas de la controverse sur le climat est justement extrêmement intéressante à cause de ça, on en parlait tout à l'heure. C'est précisément parce que l'institution scientifique est enfin visible, avec ses équipements, avec ses coûts, avec ses meetings, avec la complexité extraordinaire de cette science admirable que sont les sciences du climat et leur objectivité progressive, c'est précisément parce que ça c'est maintenant visible qu'on peut se reposer le problème de respecter l'institution scientifique. C'est pas du tout pareil que de respecter le projet universel de la raison. Ça n'a rien à voir. C'est deux projets entièrement différents. Et donc, si on se trompe sur la défense des valeurs, si on se trompe sur ce à quoi on tient, on est dans une situation diplomatique catastrophique. C'est justement, pour moi, c'est le cœur du problème. C'est pour ça que je suis. C'est le cœur du problème, parce qu'effectivement, vous nous dites ce qui fait, ce qu'il faut. Vous commencez le livre, vous ouvrez le livre, c'est très révélateur sur cette question de la légitimité du discours sur le réchauffement climatique qui est tenu par un scientifique auquel un homme d'affaires demande. Mais qu'est-ce qui nous prouve que vous avez raison? Non, enfin, un eurosceptique. Oui, un eurosceptique. C'est un homme d'affaires. Il dit pourquoi plutôt votre discours qu'un autre? Or, c'est vraiment la question qu'on peut poser à tous les déconstructivistes. Je sais bien que vous n'en êtes pas, mais quand même un peu. C'est qu'effectivement, à partir du moment où on dit que tous les discours ont la même validité... Mais qui dit ça? Qui dit ça? Bah, c'est comme vos travaux précédents, quand on dit mais sur le même plan. Mais quels travaux? La pensée ce sont des gens qui ne lisent pas. Je n'ai jamais écrit ces choses-là. Bon, alors, c'est un pur préjugé. Mais bien sûr. Mais c'est une bande de crétins qui répètent toujours les mêmes choses, qui ne lisent pas sérieusement ce travail sur les sciences qui a transformé les sciences. Nous sommes les seuls qui avons décrit la pratique scientifique d'une façon réaliste et raisonnable. Mais je voudrais revenir à ce que vous dites, de ce que vous disiez à l'instant. Vous nous dites ce qui prouve le réchauffement climatique, c'est un consensus de l'institution. C'est quand même paradoxal. Ce qui me prouverait la réalité de réchauffement, c'est un discours scientifique qui serait validé et rationnel. Et apparemment, il est validé et rationnel par l'institution scientifique. Ah bah non, parce que les institutions peuvent se tromper. Quand même, tout le travail des années 70, des vrais déconstructivistes, c'est la position en particulier, c'est la position c'est de montrer que les institutions, finalement...
Bruno Latour. C'est la position d'Allègre. C'est justement le moment. C'est pour ça que ça prouve, le point que vous faites me passionne, parce que ça prouve exactement cette association étrange entre un désir de modernisation conçu comme une universalité de la raison et l'impossibilité, en particulier sur la question climatique, où on est capable de respecter, c'est justement pour ça, j'ai bien raison de commencer le livre par là, de respecter que l'objectivité, la plus grande objectivité qu'on ait sur cette question, probablement est obtenue maintenant, est obtenue par une pratique. Ce que, évidemment, nient les climato-sceptiques, et vous faites exactement les arguments habituels en disant, mais si c'est une institution qui nous dit ça, c'est que c'est pas vrai. C'est précisément la critique de l'institution. Pas pareil. L'objectivité scientifique ne s'est jamais établie sans la pratique des institutions, des instrumentations, des disciplines, et c'est ça qu'il faut respecter. C'est exactement, je vous remercie de m'apporter une si belle contradiction, parce que c'est exactement on le est point... comme ça, nous, au matin, on reçoit bien. Hein. C'est exactement le point central de ce que c'est que la négociation sur les valeurs. À quoi on tient? Et évidemment, si on défend la raison hors institution universelle d'un côté, ou si on tient l'institution, on ne défend pas les mêmes choses. Parce qu'il y a des gens qui ont été porteurs de la raison seuls contre tous. Non. Donc pourquoi ça ne serait pas le cas aujourd'hui? Les institutions, elles sont faillibles. Non. La raison ne l'est pas. Voilà. C'est précisément vous, le déconstructiviste. C'est vous qui doutez de l'institution. C'est précisément aux institutions qu'il faut rendre respect. Que voulez-vous dire, Brice, vous Le seul cas, c'est celui de Galilée, qui est un cas qui c'est pas rien quand même. Non, c'est la fondation de la science moderne. Sauf qu'il a été révisé. Vous déconstruisez. Sauf qu'il a été révisé entièrement. Il n'y a pas d'enfouissement plus institutionnel et plus collectif que Galilée. Donc, ça c'est une espèce. C'est ça que je disais. Le chibolette dans tout ça, la pierre de touche, c'est l'histoire des sciences. Évidemment, si on hérite d'une histoire des sciences complètement mythifiée, Bachelardo, celle de Bachelard ou de Coiré, on a une histoire complètement différente de celle de la nouvelle histoire des sciences. Autocritique, c'est mon cas. Comme les Français ne lisent pas d'histoire des sciences et qu'elle s'est renouvelée depuis 30 ans, c'est bien le souci. Ils continuent d'hériter d'une modernité complètement 20e siècle, complètement dépassée. Toute la question est de savoir en utilisant dépassé, j'utilise un trope que je ne devrais pas utiliser. La fameuse flèche du temps qu'on vous est tant reproché. Je suis en contradiction avec moi-même sur ce point. Toute la question est de savoir s'il y a une vérité et que cette vérité, on en approche progressivement par la recherche scientifique, ou si on pose qu'il n'y a pas de vérité, mais qu'il peut y avoir des consensus historiques, conjoncturels, et qu'il faut bien se faire avec ces consensus d'une institution et d'une communauté, puisqu'on n'a pas d'accès véritable à la vérité. On a un accès véritable à la vérité, et plus qu'un accès, mais dans le cas de la référence scientifique, sans l'institution, sans les instruments, sans les disciplines, sans l'expérience, sans la reprise continuelle de tout ce bazar assez complexe, assez matériel de l'institution, je dis l'institution pour le résumer, on n'a pas l'objectivité. Par contre, il y a des tas d'autres activités où c'est pas du tout l'institution scientifique qui nous apporte des réponses, mais l'institution politique, l'institution juridique, j'ai consacré un livre entier, et ces institutions ont chacune des modes de production de la vérité, des modes de production de la vérité qu'on ne doit pas juger à l'aune très particulière d'une information sans aucun enracinement, cette espèce d'idée complètement vague de la raison universelle, en surplomb, vous avez utilisé le terme, et je ne vois pas ce que c'est qu'un surplomb, et ça c'est l'ouverture complète, et au relativisme, à mon avis, et à son concurrent direct, qui est le fondamentalisme, qui est quand même le grand problème. C'est aujourd'hui, dans l'actualité, c'est quand même le fondamentalisme. Alors, attendez, justement, moi je pensais être trivial, mais c'est pas toujours qu'on a la tour au matin, donc je vous posais des questions, peut-être une ou deux questions, tout simplement d'actualité, de savoir au fond comment vous la décryptez, vous l'analysez. Quand on parle en ce moment de ces violences et des manifestations en réaction au film de ce copte américain islamophobe qui déclenche, comme on le sait, l'assassinat de l'ambassadeur des États-Unis en Libye et puis toutes ces manifestations aujourd'hui. Vous l'analysez comment? Vous l'analysez comme quelque chose qui tout de même est une guerre latente à une modernité, la nôtre, qu'on aurait réclamée, l'européenne ou l'occidentale, ou c'est d'autre chose qu'il s'agit de deux conceptions peut-être obsolètes selon vous, de deux types de modernité? Qu'est-ce qui se passe selon vous? Comment vous analysez de ça, mais je lis attentivement Gilles Kepel et Gilles montre très bien que ce sont des positions, ce sont des attentes. Ça paraît bizarre de dire ça, aussi bien des fondamentalistes que des talibans, mais ce sont des formes de modernisation. Formes de modernisation qui nous paraissent évidemment à nous très bizarres, mais qui ne sont pas incompréhensibles dans une perspective de retour du fondamentalisme. À partir du moment où on a eu la déconstruction, le seul moyen de sortir de ce discours sur le discours et l'opposition est très étrange entre une position en surplomb ou bien l'apologie des discours. Si vous tenez à la vérité, vous devenez fondamentaliste.
Et le fondamentalisme, là vous parlez des fondamentalismes musulmans, mais moi ce qui m'intéresse beaucoup ce sont les fondamentalismes américains, républicains, justement sur la querelle sur le climat, c'est-à-dire ceux qui en fait associent, pour des tas de raisons qui seraient très intéressantes de développer, une certaine position religieuse et une certaine position sur le cosmos. À partir du moment où on va éliminer cette association qui est tellement importante, dans le cas des sciences par exemple, entre objectivité objective, réalité réelle et institution, quand vous allez vouloir la vérité, vous n'avez plus d'autre solution que de chercher des fondements. Une position en surplomb, une position en sous-plomb, une position dans les textes, peu importe, mais vous allez entièrement nier le caractère institué de la vérité. Et évidemment, le cas de l'islam est particulièrement intéressant. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais je lis Keppel. Le problème de l'institution de l'interprétation. Quelle est l'interprétation exacte ou l'interprétation pas exacte? Vieille question européenne, bien connue dans le cas de la réforme, avec le problème de l'interprétation et du contrôle de l'interprétation. De nouveau une question d'institution, de nouveau une question de tri entre le vrai et le faux, etc. Donc, pour moi, au contraire, c'est pour ça que je réagis peut-être un peu vivement, je m'en excuse à l'argument déconstructiviste, c'est que pour moi, il y a une association au contraire très forte entre la tradition déconstructiviste du XXe siècle, qui est en gros celle de dire s'il y a institution, on ne peut pas lier institution et vérité, en gros, et le fondamentalisme. Parce qu'ils sont d'accord sur ce point. Il faut absolument, si on veut encore trouver la vérité, disent les fondamentalistes, il faut arriver au fondement. Et ce fondement, que ce soit en sciences, en religion, en droit, le droit est passionnant pour ça, parce que précisément dans le cas du droit, c'est assez compliqué de trouver un fondement du droit. J'ai passé un livre entier à étudier le Conseil d'État, ça m'a passionné. Oui. Et ces petits détails successifs et cet extraordinaire appareil qui produit une forme d'objectivité très particulière, qui est l'objectivité juridique, mais qu'il faut respecter en tant qu'objectivité juridique, se prête très mal à une position fondamentaliste. Un fondamentaliste en droit, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, ça, on a un très beau modèle fondamentaliste. Parce que là, il y a du consensus. On est d'accord qu'il faut un instrument, on est d'accord qu'il faut du droit, on est d'accord qu'il faut des textes, on est d'accord. Mais en même temps, il y a une production de vérité. J'ai passé pas mal de temps à essayer de la suivre, le passage du droit, qui n'est pas du tout simplement l'emballage, si vous dites, si vous considérez tout ce travail juridique comme du discours ou du consensus, on ne comprend rien à l'objectivité du droit. Il y a une objectivité du droit obtenue, il est vrai, par des autres procédures, et là il faut être très fin sur la façon dont on le décrit pour pouvoir respecter quand on parle aux juristes dans leur langue, ce qui est assez compliqué. À mon avis, c'est plus compliqué de parler aux juristes dans leur langue que de parler aux scientifiques dans leur langue. J'en ai fait l'expérience. Et il faut ensuite pouvoir faire la même chose pour les ingénieurs. Respecter les ingénieurs dans leur langue, c'est pas facile. Et j'ai passé aussi pas mal de temps à essayer de trouver la bonne façon de respecter leur pratique. Tout ça n'a rien à voir ni avec une recherche du surplomb, ni avec une apologie des discours. Ce qui s'est passé, c'est que depuis les années 50, disons depuis Derrida et les autres, ça a permis d'enfourner toute une magnifique moment de la pensée française sous le qualificatif critique. Mais la critique ne présente plus aucune espèce d'intérêt. Tout a été critiqué. Et donc, la question, au contraire, devient constructiviste. Le mot que j'utilise, parce que construction, je le reconnais, est un mot qui est toujours un peu ambigu, qui peut toujours faire appel au consensus, c'est instauration, ce très beau mot inventé proposé par Étienne Souriau. Donc, comment est-ce qu'on réinstaure ou qu'on instaure les valeurs auxquelles on tient? Ça me paraît un projet à la fois systématique et surtout assez réaliste en situation de faiblesse relative. Si on est en situation de faiblesse relative, on ne peut pas abandonner son projet. Cette réinstauration, pour vous, par exemple, elle passe, notamment alors, dans votre travail, par les réseaux modernes. Internet, les comptes sociaux, c'est ça qui va, c'est ça aussi. Mais finalement, quand même, la modernité va vous servir sacrément. Oui, mais là, vous utilisez modernité pas dans pas dans ses contradictions. Technologique. La modernité, quoi. Clic-clac. Oui. Double clic. Double clic. Non, je crois. Non, les humanités numériques, c'est une exploration. Comble de la modernité. Oui, mais je suis moderne. Ah, voilà, il a dit. AFP. Non, mais je mets les deux choses. Le problème, c'est que c'est un double discours. Ouais. Faisons l'analyse de ce double discours. Je ne connais pas le livre que vous citiez, monsieur, mais il est certainement très intéressant sur les contradictions. La modernité n'est pas un concept qu'on peut ni attaquer, ni défendre. Ça n'a aucun sens. C'est comme la corrida, on n'est ni pour ni contre. On aime ça ou on n'aime pas, et puis voilà. Pardon? Je voudrais vous faire écouter Paul Valéry. Parce qu'après tout, Paul Valéry, qui va être célébré dans 3 jours pour un grand colloque à Sète, Paul Valéry réfléchissait évidemment déjà à la modernité, notamment dans Regard sur le monde actuel, écrit en 1931.
Et je voudrais vous faire entendre, parce que nous avons essayé de nous inspirer de votre livre à notre modeste façon, Bruno Latour, mais l'équipe des Matins de France Culture s'est amusée de façon participative, collective, à vous soumettre et à vous offrir ce petit morceau de texte de Paul Valéry, au micro, Léna Burger, Tanguy Bloom, Christophe Payet, Romain de Bec-de-Lièvre. En quelques semaines, des circonstances très éloignées changent l'ami en ennemi, l'ennemi en allié, la victoire en défaite. Aucun raisonnement économique n'est possible. Les plus experts se trompent, le paradoxe règne. Il n'est de prudence, de sagesse ni de génie que cette complexité ne mette rapidement en défaut. Car il n'est plus de durée, de continuité, ni de causalité reconnaissable dans cet univers de relations et de contacts multipliés. Prudence, sagesse, génie ne sont jamais identifiés que par une certaine suite d'heureux succès. Dès que l'accident et le désordre dominent, le jeu savant ou inspiré devient indiscernable d'un jeu de hasard. Les plus beaux dons s'y perdent. Par là, la nouvelle politique est à l'ancienne, ce que les brefs calculs d'un agioteur, Les mouvements nerveux de la spéculation dans l'enceinte du marché, Ces oscillations brusques, ces retournements, ces profits et ces pertes instables, sont à l'antique économie du père de famille, à l'attentive et lente agrégation des patrimoines. Les dessins longuement suivis, les profondes pensées d'un Machiavel ou d'un Richelieu auraient aujourd'hui la consistance et la valeur d'un tuyau de bourse. Et vous aurez reconnu, vous le citez dans votre livre, je crois que c'est quelque chose, un film que vous aimez, c'est Le Prova d'orchestre de Fellini. Alors, c'est quelques citations de regard sur le monde actuel, Paul Valéry. Donc il faut que je relise Valéry, mais là, comme je ne suis pas déconstructiviste, des fragments isolés ne me disent rien. Avant, on s'était dit... Merci quand même. Je vous propose d'écouter Maïté Vallès-Blaise qui nous parle justement de ces journées Paul Valéry qui se déroulent au musée Paul Valéry à Sète. Il était c'est toi du 21 au 23 septembre et elle est au micro de Tanguy Bloom. Ces journées invitent à la fois des spécialistes de Valéry sur le plan international, des poètes également de différentes régions du monde. Nous invitons également des artistes à présenter des spectacles conçus autour de l'œuvre de Valéry, quel que soit le domaine dans lequel sa pensée, sa réflexion s'exerce. On a affaire à une pensée qui est totalement actuelle, contemporaine. On la trouve dans tous les questionnements sur la nature, on la trouve dans les regards qu'il peut porter sur la création artistique, sur l'art, on la trouve dans un certain nombre d'analyses qu'il peut mener sur l'Europe, sur les relations des pays entre eux, sur une sorte de géopolitique qui est celle du monde aujourd'hui, toujours avec les mêmes questions qui se posent, les mêmes préoccupations. Voilà donc pour Maïté Vallès-Blaise, pour les journées Paul Valéry du 21 au 23 septembre au musée Paul Valéry de Sète, bien sûr. Cela dit, vous commenteriez comment, vous, cette fameuse phrase de Paul Valéry, l'homme moderne est esclave de la modernité? Pourquoi dans la tour, hein. Je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'il faudrait être esclave? On n'est pas des esclaves, on est des héritiers d'une prodigieuse histoire dont on veut être capable de trier ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Je veux dire, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il faudrait être esclave. La modernité, c'est pas un esclavage. C'est à la fois une émancipation et une intégration extraordinairement fine dans l'ensemble des composants du monde, dont maintenant on a aussi la question écologique sur le dos, ce qui n'est pas du tout le cas de votre ami Valéry. Donc on arrive dans une nouvelle situation. On ne va pas indéfiniment réutiliser des thèmes d'un siècle précédent pour comprendre le siècle nouveau. En un sens, on est beaucoup plus proche du XVIe que du XXe. Et donc, je ne suis pas absolument sûr qu'il faille revenir indéfiniment sur cette question d'esclavage de la modernité, ce qui veut souvent dire une technophobie ou une relation très, très malsaine avec la science. Le problème, c'est que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que je n'ai pas de relation malsaine avec la science. Je les aime et j'aime les techniques. En tout cas, la science vous aime, la technique vous aime, parce qu'en ce moment, sur un réseau social bien connu, en 50 caractères, beaucoup de gens sont ravis de vous écouter en ce moment. Je le vois en direct sur le fameux compte qui commence par un T et finit par un R. Brice Couturier. Je trouve très révélateur que votre livre aussi nous appelle à passer de l'économie à l'écologie. Mais pourquoi faut-il que votre écologie, à vous, prenne des accents religieux avec l'évocation de Gaïa qui est permanente dans ce livre? Voilà, diront vos détracteurs, où mène le refus de distinguer clairement entre la science et les mythes.
Je pense que ça, c'est une question très importante et que le gros intérêt de la figure de Gaïa, c'est que c'est une figure complètement composite. C'est une figure de composition. Pour moi, la vraie alternative à la modernité, c'est le compositionnisme. Et donc, effectivement, la figure de Gaïa est une figure complètement mélangée. C'est une vieille figure mythologique. C'est aussi la science du système Terre, qui est une science, disons, encore mélangée, mais disons plutôt middle of the road. Et en plus, c'est une grande figure politique. Donc les figures composites et les figures mythologiques, c'est précisément ce qui est intéressant. Le front de modernisation n'a plus, ou il l'a eu bien sûr, mais il n'a plus cette capacité de composer la mythologie, la science. Imaginez ce que pouvait être le mélange entre positivisme et religion du temps de Comte, par exemple, pour prendre le début du 19e siècle. Et qui est une grande situation révolutionnaire et un grand effort de compréhension. Ça a comme le montre Karsenty dans son livre sur Comte, ou le livre de John Tress sur le positivisme français du début du 19e siècle, on est assez proche de ce genre de situation avec les questions écologiques et de recomprendre avec des mots et des pratiques et des concepts extrêmement bricolés. Donc c'est le palais de Dame Tartine, une situation qui est nouvelle. Mais ce qui est important, c'est que la civilisation soit nouvelle. C'est là sur lequel j'insiste. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'une enquête collective. C'est très difficile de faire ça tout seul, parce que ça devient non pas le palais de Dame Tartine, mais le palais du facteur cheval, comme je le dis. Et on risque de n'avoir que c'est pas mes comptes rendus à moi qui m'intéressent, c'est l'expérience que je décris. Et cette expérience, on peut en donner des tas d'autres comptes rendus. Et c'est ces autres comptes rendus que je propose de traiter un peu collectivement. Une phrase au tout début de votre livre est extrêmement émouvante, Bruno Latour, et je précise aussi d'un mot à ceux qui trouveraient que c'est sans doute un peu compliqué de vous lire, que ça n'est pas tout à fait le cas, c'est pas forcément toujours très simple, mais c'est très drôle, très régulièrement. Enfin, j'espère que vous acceptez cette réflexion. Oui, mais c'est souvent très drôle, très malicieux. On voit bien que vous jouez à taquiner, entre autres, Brice Couturier dans le livre, mais bien d'autres encore. Non, une phrase tout de même, pour terminer, très émouvante, vous dites que cette enquête se terminera au fond sur les modernes, un siècle après août 14, de si tragique mémoire. C'est une coïncidence du contrat que j'ai européen, mais je trouve que c'est une assez belle coïncidence. Il y a eu un trou noir d'août 14 que 100 ans après on continue à explorer. Mais qu'on n'en finit pas d'explorer, oui, et qu'on n'explore pas, peut-être pas assez. Non, c'est étudier et réétudier. Les causes de la guerre de 14 continuent à fasciner. Mais disons, c'est un trou noir anthropologique qui est quand même très important. Et on ne va pas passer notre temps à remuer le XXe siècle. Il va falloir aussi peut-être s'intéresser maintenant, c'est justement ce que je trouve, enfin qui vous choquait tout à l'heure, de la situation de faiblesse, mais aussi qui est une situation de collaboration avec les autres collectifs qui affrontent le même problème. Donc, Août 14 va être aussi... maintenant, on dit Août 14 pour parler de Août 2014, n'est-ce pas Août 14, dans mon esprit, mais encore une fois, c'est un mythe en même temps qu'un slogan, va peut-être permettre de réassembler, disons, ce collectif universel, effectivement, mais plus du tout sur le même modèle de l'universalité de Louis XIV, 1914, qui lui était prématuré, disons. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer d'imaginer, 100 ans après, à quoi ressemble un collectif qui rassemble des collectifs, non plus du tout sur l'expérience des fronts de modernisation, avec des Européens qui savent ce qu'ils veulent, et qui le peuvent, et qui ne rajoutent pas à leur pratique des comptes rendus qui sont insensés parce qu'ils sont en contradiction complète avec cette pratique. C'est quand même pas demander beaucoup.